autres blessés lors d'un éclatement de bombe ce mardi 7 janvier à Saké dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. La bombe provenait de lignes de combat sur des collines surplombant Saké. Lutte contre la fraude minière en RDC, le VPM de la Défense, le ministre des Hydrocarbures et celui des Mines autour du VPM de l'Intérieur se sont réunis pour examiner la question épineuse sur la présence irrégulière de sujets étrangers, des hommes en armes et en uniforme dans les sites miniers. Et une délégation de corbeaux composée de 36 personnes, dont 23 joueurs, est arrivée ce mardi 7 janvier 2025 en Alger. Ceci dans le cadre de son match décisif de la 5e journée de la Champions League africaine prévue le vendredi 10 janvier face au Mouloudia d'Alger. Bienvenue à cette session d'information, madame, monsieur, bonsoir. Le couple présidentiel de la RDC est arrivé le lundi 6 janvier dans la soirée à Accra, au Ghana. Il a été invité à participer à la cérémonie d'investiture du président ghanéen John Dramani Mahama, nouvellement élu. La cérémonie a eu lieu ce mardi 7 janvier à la place de l'Indépendance en plein centre-ville sur la côte de l'Atlantique. On en parle avec Nico Kassanda. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé le lundi soir à Accra au Ghana pour participer à l'investiture de son homologue John Dramani Mahama, nouvellement élu président. La cérémonie solennelle d'investiture s'est déroulée le mardi à la place de l'Indépendance en plein centre-ville sur la côte de l'Atlantique. Une dizaine d'autres chefs d'État ont participé à cet événement qui consacre la démocratie et l'unité africaine. Élu à la dernière présidentielle du 7 décembre 2024, le président John Dramani Mahama retrouve le fauteuil présidentiel qu'il avait déjà occupé de 2012 à 2016 avant de passer à l'opposition. John Dramani Mahama entretient de relations personnelles approfondies avec le président Félix Tshisekedi. Au mois de novembre 2024, le nouveau président du Ghana s'était rendu à Kinshasa pour participer à la 10e édition du Forum économique Makutano organisé sous le thème de New Deal. Le 30 décembre dernier, le président Dramani avait effectué une visite éclair à Kinshasa pour remettre personnellement son invitation à son homologue et frère Félix Tshisekedi Tshilombo. On revient en RDC, précisément à l'est du pays, pour parler de l'éclatement des bombes ce mardi 7 janvier à Saké dans le territoire de Massissi, qui a causé au moins 4 morts. Il est à signaler que la bombe provenait des lignes de combat sur des collines surplombant la cité de Saké. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Regardez. Dans les lignes de combat des collines surplombant la cité de Saké dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, des rudes affrontements se sont déroulés entre les FARDC soutenus par les volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés les Wazalendo, et la coalition M23 RDF. Des explosions de bombes ont traversé ces lignes et ont atteint la population, causant 4 morts dans une maison à Birere 2. À cela s'ajoutent 4 autres blessés. Ces victimes étaient fatiguées de rester dans des camps suite à la précarité des conditions humanitaires. Elles sont retournées dans leurs habitations lors d'une accalmie constatée. Malheureusement, c'est là que la mort les trouve. Notez que la cité s'est vidée de près de 20% de ses habitants à cause de la psychose qu'ont créé ces combats lancés ce mardi par le M23 dans le but de contrôler la cité de Saké. Et les professionnels de médias de la RDC appelés à jouer leur partition en comprenant le contexte particulier de la République démocratique du Congo. L'appel a été lancé par le ministre de la Communication et des médias et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. C'était lors du briefing spécial tenu le lundi 6 janvier au studio de la RTNC 3. Patrick Isobongue Sebokuma, reportage. Le ministre de la Communication et des médias reste égal à lui-même. Patrick Muyaya ne laisse nullement passer les allégations au sujet de l'image de la RDC. Lors du briefing, l'homme du changement de narratif a relevé un aspect du correctif apporté sur une allégation des médias internationaux. Ce matin, nous avons, je dirais pas frôlé un incident, mais c'était déjà un incident. Un média international a rapporté qu'en République démocratique du Congo, on avait exécuté 120 Kuluna et qu'on s'apprêtait à en exécuter 57. Tout le monde y a cru. Tout le monde y a cru. J'ai alerté le ministre d'État, ministre de la Justice, et très vite lui-même, il a démenti. Et ces médias
pour ne pas les citer, Association de presse, a eu l'honnêteté de rectifier ce qui a été dit. À ce sujet, Patrick Mouyaya a appelé les professionnels des médias à jouer leur partition dans le contexte qui est le nôtre. Avant d'être journaliste, vous êtes des Congolais. Pourquoi nous on parle de front médiatique justement? Parce que nous savons que c'est aussi par les médias que passe la manipulation, volontairement ou involontairement. C'est pour ça que nous avons toujours une dimension d'échange et de discussion avec les responsables de ces différents médias au-delà des correspondants locaux. Et lorsque nous leur faisons remarquer que le travail n'a pas été professionnel, ils se corrigent, tant mieux. Mais lorsqu'on fait remarquer et on ne voit pas de correction arriver ou d'amendement arriver, on prend des décisions et on les prendra. Parce qu'il est hors des questions que des médias qui sont censés être sans parti pris contribuent à la propagation ou à la promotion d'une entité terroriste qui est reconnue mondialement et du reste sous sanction. Et donc, le front médiatique dans lequel vous faites partie, c'est aussi ce front qui doit permettre de donner les informations. C'est aussi ce front qui doit permettre de tenir compte de la sensibilité de certaines informations. C'est aussi ce front qui doit toujours se mobiliser derrière nos forces armées, non pas pour en faire l'apologie, mais pour saluer la bravoure de ceux qui défendent la patrie. Une promesse a été faite aux professionnels des médias pour davantage approfondir sur ces sujets qui paraissent délicats. Et puis on parle aux problématiques de transfèrement des prisonniers en instance d'appel dans les prisons. Le ministre d'État à la Justice et Garde de Sceaux note que le droit congolais donne la possibilité, pour raison de sûreté publique, pour que ces derniers soient transférés dans une maison carcérale loin de leur milieu d'arrestation. Maître Constant Moutamba a donné ses précisions au cours du même briefing face à la presse. Regardez. Oui, on a dit, mais écoutez, on transfère des prisonniers parfois en attente, en instance d'appel. On a posé cette question sur les réseaux. Non, mais notre droit donne possibilité, justement, pour raison de sûreté publique, que des prisonniers soient transférés dans une prison, dans une maison carcérale, loin de leur milieu d'arrestation. Et que de ce point de vue, le prévenu ou le condamné, dans le cas d'espèce, puisse tout simplement interjeter appel à travers le directeur de la prison et que la juridiction initiale compétente puisse en ce moment-là transférer sa compétence à la juridiction du ressort où le condamné est... C'est-à-dire que concrètement, pour ceux qui sont partis dans la Mongala, à Angenga... C'est possible que les juridictions des Lissala soient compétentes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit, avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre pays, il s'agit de la souveraineté de notre pays, nous allons devoir la défendre jusqu'au bout. On va prendre une dernière note de ce briefing. Le ministre d'État en charge de la Justice et Garde de Sceaux envisage de faire appliquer aussi la peine de mort contre les détourneurs des deniers publics. Il souligne qu'on ne lève pas ni abolit ou supprimer cette peine pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Suivez. On ne lève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONG des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir
garantir le minimum de sécurité possible à ces citoyens. Mais c'est cela la théorie des Léviathans, de Thomas Hobbes. Le peuple accepte de concéder sa souveraineté. Et l'obligation faite pour le souverain est de pouvoir assurer sa protection. C'est cela notre rôle. Mais si nous levons le moratoire sur la peine de mort, je ne pense pas que l'on puisse parler du recul. Recul par rapport à qui et par rapport à quoi? Aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'aujourd'hui, on exécute la peine de mort. Dans plusieurs États fédérés des États-Unis. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de droit de l'homme aux États-Unis? C'est la première puissance mondiale. Mais pourquoi, quand il s'agit de la RDC, l'on doit chercher des problèmes? Pour rien. Nous devons nous assumer en tant que peuple, régler les problèmes de nos compatriotes, suivant nos réalités. Le chef de l'État ne m'a pas nommé pour de la complaisance. C'est pour l'aider réellement, faire respecter les lois de la République. Donc il y a des sanctions sévères qui sont destinées à décourager le banditisme. Donc l'idée pour moi d'ailleurs, c'est d'étendre la peine de mort même à ceux qui détournent les deniers publics. Donc, à l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Et je l'avais dit au sommaire, lutte contre la fraude minière en RDC. Une réunion a été tenue ce mardi 7 janvier au ministère de l'Intérieur sur instruction de la première ministre Judith Suminwa, le VPM de la Défense, le ministre des Hydrocarbures et celui de Mines autour du VPM de l'Intérieur ont examiné cette question épineuse sur la présence irrégulière de sujets étrangers, des hommes en armes et en uniforme dans les sites miniers. Nico Kassanda, reportage. Conformément aux préoccupations soulevées par le président de la République lors du 18e Conseil des ministres tenu le 18 octobre 2024, relatif à la présence d'étrangers non autorisés dans les zones et sites miniers en RDC, il s'est tenu sur instruction de la chef de l'exécutif Judith Suminwa ce mardi 7 janvier 2025 au cabinet de travail du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Louko, une réunion ministérielle pour lutter contre la fraude minière. Le VPM de la Défense, le ministre des Hydrocarbures et également celui des Mines autour du VPM Chabani Louko ont examiné cette question épineuse sur la présence irrégulière des sujets étrangers ainsi que des hommes en uniforme et en armes dans les sites miniers et même la sécurisation de ces sites. À l'issue de cette réunion, le ministre de Mines a été enjoint sur la nécessité de mettre en place en toute urgence une structure indépendante pour étudier cette problématique et y apporter des solutions idoines afin notamment de barrer la route à la fraude et à la contrebande minière. Signalons que cette commission indépendante ne met pas à l'écart la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, moins encore l'Inspection générale des mines, deux structures de ce ministère qui luttent contre la fraude minière. Et la province du Kasaï, dotée de 15 véhicules 4x4 de marque Toyota Land Cruiser et Hilux. Ces véhicules sont destinés à la police nationale congolaise pour renforcer sa capacité opérationnelle sur toute l'étendue de cette province. C'est le directeur de cabinet du VPM de l'Intérieur qui a remis ces engins roulants au chargé des missions du gouverneur du Kasaï au cours d'une cérémonie le lundi 6 janvier à l'immeuble de la territoriale. Regardez. La province du Kasaï vient de réceptionner 15 véhicules 4x4 de marque Toyota Land Cruiser et Hilux, une promesse du président de la République qui se matérialise après la dotation au Kasaï central et Kasaï oriental en décembre dernier lors de son itinérance dans ces parties du pays. C'est au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacques Chabani Louko que son directeur de cabinet Jean Baelongandi Iteku a remis ses engins
Jean Roulon au chargé des missions du gouverneur du Kasaï central au cours d'une cérémonie pour la circonstance dans l'enceinte de l'immeuble de la territoriale. Ces véhicules seront acheminés à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. 10 sont destinés à la PNC, 10 sont destinés à la police nationale congolaise pour renforcer sa capacité opérationnelle sur toute l'étendue de cette province et 5 autres sont destinés aux 5 administrations des territoires que compte cette province. Motif de satisfaction pour le représentant du gouverneur du Kasaï. C'est une satisfaction pour la province du Kasaï, c'est une satisfaction pour la police nationale congolaise, c'est une satisfaction pour les administrateurs des territoires dans notre province. Ils souffraient, quitter Ilebo, quitter Moueka, quitter Dekese, quitter Chikapa pour rejoindre le chef-lieu de la province. Ce n'était pas une chose facile. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont de la mobilité, le véhicule est là, que je réceptionne aujourd'hui au nom de la province du Kasaï, qui dirige l'excellence Crispin Mukendi Boukassa. Nous ne pouvons pas rester unanimes sans remercier le chef de l'État qui a pensé donner la mobilité à la province du Kasaï pour faciliter aux administrateurs et à la police nationale congolaise d'accomplir ces missions régaliennes. Nous remercions aussi les patrons de l'intérieur, Maître Jacquemain Chabad, pour le lobbying qu'il a eu à faire auprès du chef de l'État. Aujourd'hui, les AT et la police nationale congolaise se dotent de mobilité pour pouvoir faire son travail. Signalons qu'à ce jour, au total, 206 véhicules sont dispatchés à travers 13 provinces issues de 4 provinces démembrées de la Grande Orientale et 4 autres provinces du Grand Katanga démembrées et les 5 provinces du Grand Kasaï. Et tout à fait autre chose, les assistants parlementaires de l'Assemblée nationale fustigent le comportement de leurs collègues pour avoir tenu une déclaration de revendication de leurs émoluments en jetant l'opprobre au bureau de cette chambre. Selon eux, il s'agit de contre-vérités qu'ils ont distillées dans le but de discréditer le bureau de la chambre basse du Parlement. Regardez. Les assistants parlementaires de l'Assemblée nationale profite de cette occasion d'informer à l'honorable président de l'Assemblée nationale et à l'ensemble des membres du bureau qu'il existe un certain nombre d'assistants parlementaires véreux et ne maîtrisant encore rien sur les us et coutumes de cette institution législative qui se permettent, au nom de tous les assistants parlementaires, de jeter de l'opprobre sur le bureau de l'Assemblée nationale à travers des déclarations médiatiques, alors que le bureau a toujours été ouvert pour toute consultation. À ce sujet, le rassemblement des assistants parlementaires déplore et condamne cette attitude qui constitue et consiste à saper les efforts fournis par le bureau de l'Assemblée nationale pour l'amélioration des conditions de travail de toute catégorie du personnel œuvrant au sein de cette institution. Certes, tout n'est pas encore mieux, mais le rassemblement des assistants parlementaires croit à la bonne foi du président de l'Assemblée nationale, l'honorable docteur Vital Kamerhe Mwalimu, ainsi qu'à l'ensemble des membres du bureau qui l'accompagnent. Raison pour laquelle le rassemblement des assistants parlementaires que nous sommes, rappelons humblement et respectueusement à tous les membres du bureau à travailler davantage pour que les conditions de travail des proches collaborateurs des élus nationaux soient vite améliorées, conformément aux dispositions inscrites à l'article 115 et 69 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Enfin, le rassemblement des assistants parlementaires rassure le bureau de l'Assemblée nationale qu'il est, jusqu'à preuve du contraire, le seul et l'unique structure crédible et valable faisant interface entre les membres du bureau et les assistants parlementaires. Et on parle religion. L'évêque Espérance Mbakadi a poursuivi ses enseignements comptant pour la deuxième semaine de la saison des prémices à l'église de Mangembo Bandalungwa. Pour la soirée du lundi 6 janvier, l'homme de Dieu a entretenu sa communauté sur le protocole divin du jeûne et de la prière. Il a souligné que le jeûne et la prière activent la faveur du roi, comme ce fut le cas avec la reine Esther et Néhémie. Regardez.
Poursuivant les enseignements cette deuxième semaine de la saison des prémices, l'évêque Espérance Mbakadi a axé son message du lundi soir sur le protocole divin centré sur le jeûne et la prière. Le surintendant général de la communauté de Mangembo a illustré le cas de la reine Esther qui a recouru à Dieu à travers le jeûne et prière, et cet exercice a activé la faveur du roi. N'oubliez pas, le risque c'était la mort. Si tu n'es pas appelé par le roi et que tu apparais comme ça, tu peux périr. Mais après avoir gêné, la faveur est activée. Le roi lui accorde la faveur. Verset 3, et 4 les amis. Juste elle entre. Elle n'a pas encore demandé. On aurait compris si elle avait fait sa demande et le roi le lui accorde. Mais elle n'a pas encore demandé. Regardez comment le jeûne de 3 jours à 7 a activé la faveur. A activé la faveur. Tu as commencé le 2, tu as gêné. Le 3, tu as gêné. Le 4, le 5, on n'a pas gêné. Tu es en train de gêner maintenant. Je décrète et je déclare que la faveur soit activée. Que pour toi la faveur soit activée. Amen. L'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi, a également illustré le cas de Néhémie qui s'est également exposé au même exercice et obtint la faveur du roi. Et je voulais suivre ces fortes déclarations du révérend Espérance Mbakadi qui clôturait sa prédication du premier jour de la deuxième semaine de la saison des prémices. Regardez. La bonne main veut dire quoi, Chama? La bonne main veut dire la faveur de Dieu soit sur toi en partant de ces lieux. Amen. Qui a gêné aujourd'hui? Qui a gêné aujourd'hui? Qui a gêné aujourd'hui? Vous voyez? Le roi lui donna tout ce qu'il avait demandé. Car la bonne main de son Dieu, la bonne main de Dieu, c'est la faveur. J'ordonne ce soir, en partant de ces lieux, que la bonne main de Dieu soit sur toi. Quelques-uns d'entre vous, vous n'arriverez pas chez vous à la maison, vous entendrez de bonnes nouvelles au téléphone. La bonne main de Dieu sera sur toi. Cette semaine, tu l'as commencé, la finiras pas comme tu as commencé. Tu la finiras étant que fiancé. Qui a entendu que la bonne main de ton Dieu, que la bonne main de Dieu soit sur toi et que demain au travail, on te donne une prime à l'occasion des reins. Que la bonne main de Dieu soit sur toi et que ce soir, avant de fermer ta boutique, $10,000, car la bonne main de mon Dieu, la main de Dieu, on l'active. La main de Dieu, on l'active. Et on parle sport à présent. Le TP Mazembe a posé ses valises en Alger ce mardi 7 janvier 2025. La délégation des Corbeaux est composée de 36 personnes dont 23 joueurs. Le TP Mazembe est en Alger pour son match décisif de la 5e journée de la Champions League africaine prévue le vendredi 10 janvier face au Mouloudia de l'Alger. Regardez. Le voyage vers Alger a débuté le lundi 6 janvier 2025. La délégation du tout-puissant Mazembe, composée de 36 personnes, dont 23 joueurs, a passé plus de 19 heures dans les airs, avec une escale à Dar es Salaam et à Dubaï. Parti de Lubumbashi à 15h25 à bord d'un vol Emirates, l'équipe a passé la nuit aux Émirats Arabes Unis avant de reprendre un vol direct pour Alger, où elle est arrivée ce mardi 7 janvier à 8h10 précisément. L'objectif de ce déplacement est clair, décrocher une victoire en terre algérienne pour garder l'espoir de qualification. Une performance positive à Alger pourra permettre au tout-puissant Mazembe de jouer sa carte finale à Kamalondo face à Al Hilal lors de la dernière journée. Le tout-puissant Mazembe se prépare à un défi crucial en Ligue des Champions de la CAF. Le 10 janvier prochain, les hommes de Moïse Katoumbi affronteront le club algérien de Mouloudia Club d'Alger à l'occasion de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Ces matchs décisifs pour l'avenir de Corbeau dans la compétition sera l'occasion de se racheter après la défaite contre Young African le samedi dernier en Tanzanie.
Et puis le président du DCMP a fait le point de la situation actuelle du club avant le début de la phase retour du championnat de la Ligue 1 pour Paul Kassembele et est revenu sur la levée de l'interdiction de recrutement du club par la CAF. Regardez. Le dernier club Motema Pembe a vu le jour depuis que le club est autorisé par la CAF à enregistrer de nouveaux joueurs. Son président Paul Kassembele est revenu sur les manœuvres qui ont été mises en place pour permettre à ces grands clubs du pays de tenir le coup durant cette période difficile. Bering avec 7 joueurs enregistrés officiellement, à terme clair. Mais il fallait beaucoup de gymnastique pour que nous arrivions avoir une équipe qui doit jouer des instances supérieures que la fédération. Sinon, la fédération ne pouvait pas le faire. Parce que ce n'est pas la fédération qui nous a sanctionnés. C'est d'abord la CAF, c'est au niveau de la FIFA. Donc, il fallait qu'on puisse alléger certaines choses. Donc, il y avait beaucoup de gymnastique qui n'est pas peut-être intéressant de dire ça à haute voix, mais il y avait beaucoup de gymnastique parce que la volonté de tout le monde était que les Bering ne sombrent pas. Donc, ce qui signifie que nous avons joué vraiment, je dirais, de maintenir l'équipe. C'était ça en fait le secret, de faire tout pour que l'équipe puisse se maintenir. Paul Kassembele a profité de cette occasion pour livrer son plan de redressement du dernier club Motema Pembe. Depuis que je suis dans le DCMP, que je peux recruter, je peux faire face vraiment à une situation comme il faut, comme une équipe peut fonctionner. Avant, vous voyez, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas tenir, je vais tenir une conférence de presse pour dire quoi? Que nous avons tel joueur, nous avons ceci. Non, ça ne pouvait pas marcher. Vraiment difficile de continuer dans le même système. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut des partenaires forts pour avancer avec une équipe. Le DCMP est attendu au tournant pour cette phase retour du championnat Illico Cash Ligue 1. Les Imaniens débuteront par l'affrontement face au Football Club Céleste qui les avait battus lors de la phase aller sur le score de 3-1. Et pour finir, le boxeur congolais Martin Bakole a répondu aux provocations du boxeur britannique Anthony Joshua. Ce dernier a affirmé qu'Efe Ajagba battrait facilement Bakole lors de leur prochain combat. En réaction, Martin Bakole a répondu sur ses réseaux sociaux qu'il battrait Ajagba au premier round avant de s'en prendre à lui. Shawak Natar. Le boxeur britannique d'origine nigériane, Anthony Joshua, a récemment créé la polémique en affirmant que Efe Ajagba, son compatriote, aurait facilement le dessus sur Martin Bakole lors de leur prochain combat. Une déclaration qui n'a pas laissé Bakole indifférent. Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, le boxeur congolais a répliqué avec virulence. Hey Anthony Joshua, this video is for you. I call out, I wanted to knock you out. Hey Anthony Joshua, cette vidéo est pour toi. Je te défie, je veux te mettre KO. Je sais que tu dis des conneries sur mon combat avec Ajagba. Honte à toi. Combien de fois je t'ai proposé de combattre en Afrique? Tu as toujours refusé. Honte à toi. Je vais te combattre, je veux te mettre KO. Regarde Ned Dubois, je l'ai cassé le nez 2 fois et il t'a mis KO. Tu soutiens Ajagba, mais Ajagba était bébé. Attends, tu verras, je vais le mettre KO. Je t'invite dans mon combat. Arrête de dire des conneries. Je vais t'affronter. Arrête de dire n'importe quoi. Maintenant, tu es Nigérien, tu n'es plus anglais. Je veux te mettre KO. Je suis le géant africain. Je suis un combattant africain. Je vais te mettre KO. Après avoir mis Ajagba KO, je te mettrai KO pareil comme lui. You, after knocking Ajagba out, I will knock you out as well. Ces duels verbaux intensifient les tensions dans le monde de la boxe de poids lourd. Bakole, réputé pour ses coups puissants, semble plus déterminé que jamais à prouver sa supériorité, que ce soit face à Efe Ajagba ou au célèbre Anthony Joshua. Le combat entre Bakole et Ajagba promet d'être déjà explosif, un rendez-vous que les amateurs de la boxe ne voudront manquer sous aucun prétexte. Et on va prendre le rappel de principaux titres. 4 morts et 4 blessés lors d'un éclatement de bombe ce mardi 7 janvier à Saké dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. La bombe provenait de lignes de combat sur des collines surplombant Saké. Lutte contre la fraude minière en RDC, le VPM de la Défense, le ministre des Hydrocarbures et celui des Mines autour du VPM de l'Intérieur se sont réunis pour examiner la question épineuse sur la présence irrégulière de sujets étrangers, des hommes en armes et en uniforme dans les sites miniers.
et une délégation de Corbeaux composée de 36 personnes dont 23 joueurs est arrivée ce mardi 7 janvier 2025 en Alger. Ceci dans le compte de son match décisif de la 5e journée de la Champions League africaine prévue le vendredi 10 janvier face au Mouloudia d'Alger. Ce journal est complètement terminé, Madame, Messieurs. Merci de votre attention soutenue. Au revoir et bonsoir.